Jacques Abouchar est prisonnier en Afghanistan, les dernières images de son reportage. De l'autre côté du rocher, des bidonvilles au soleil, vue imprenable sur une ville pour millionnaires. Woody Allen se confesse à France Roche, il se trouve très ennuyeux, très petit bourgeois et s'apprête à voter démocrate. Bonsoir. Depuis 12 jours déjà, un journaliste manque dans notre rédaction, Jacques Abouchar. Il est en prison, quelque part en Afghanistan. Et nous espérons tous ici qu'il n'est pas dans l'une de ces prisons que nous connaissons bien, à Kaboul, un de ces infâmes gourbis moyenâgeux dans lesquels furent exécutés certains dignitaires de l'Ancien Régime. Jacques est en prison, accusé d'espionnage, alors qu'il allait, comme beaucoup d'autres, à la quête de l'information. Nous parlons assez peu souvent de l'Afghanistan. Non qu'il ne s'y passe rien, non que des pressions nous demandent de nous taire. Nous en parlons assez peu parce que Kaboul et les zones sous contrôle de l'armée soviétique et de l'armée afghane nous sont interdites. Pas de visa. Restent donc pour nous les zones sous contrôle des moudjahidines anticommunistes. Leur accès est certes dangereux, mais pas impraticable puisque des journalistes, des médecins s'y rendent régulièrement pour vous informer ou soigner les blessés. Nous parlons peu souvent de l'Afghanistan, mais ces régions, que vous connaissez bien pour les voir très souvent sur nos écrans, ce sont le centre, le Wardak, l'est, la région de Ghazni, et le nord, la vallée du Panjshir. Ce n'est certes pas le club Méditerranée, mais ce n'est pas non plus Verdun. En revanche, rares sont les journalistes qui peuvent se rendre dans les zones occidentales de l'Afghanistan, proches de la frontière iranienne, qui nous est également interdite. C'est précisément là-bas que Jacques Abouchar et ses deux coéquipiers, Georges Janssen et Jean-Louis Saporito, se rendaient. Jean-Louis Saporito et Georges Janssen sont en France, eux, libres et presque saufs. Jacques est en prison, et un journaliste en prison, c'est une information captive. Nous ne saurons donc pas ce soir ce qui se passe dans ces régions occidentales de l'Afghanistan. Nous ne le saurons pas ce soir, mais nous le saurons demain ou après-demain, parce que quelqu'un d'autre ira. Un autre journaliste réussira à passer, lui. L'appel à la prière. Le nom d'Allah se répercute de vallées en vallées jusqu'à Kaboul, jusqu'à Moscou même. C'est ce que disent les combattants de la résistance afghane, opposés au régime de Kaboul, alliés de l'URSS, qui maintient un véritable corps expéditionnaire dans ce pays. Soldats soviétiques et afghans contre les moudjahidines, les combattants de Dieu, souvent des guerrieros aux pieds nus et à l'armement hétéroclite. On a trouvé un convoi d'armes qui devait aller à Herat. Donc un groupe de moudjahidines qui sont les Jamiat islamiques nous a proposé de se joindre à ce convoi d'armes. Donc il y avait deux gros camions bleus. Donc nous sommes montés dans les camions à l'arrière, là, sur les caisses de munitions, et nous sommes partis à Rabat, qui est une ville. Il y a 48 heures de voiture, on s'arrêtait juste 2-3 heures pour dormir, puis pour les prières en fait. Et là, ça traverse tout le Baloutchistan, donc au Pakistan. On est arrivé à Rabat, et puis on devait partir 2-3 jours après sur Herat, en passant par une piste juste à côté de la frontière iranienne. Et les armes, elles, passaient par l'Iran. Ils attendaient d'avoir les autorisations de l'Iran. Puis alors là, on a été bloqués sous la tente, et tous les jours, ils nous disaient « bon, on part demain, on part demain ». Et en fait, on est resté 18 jours là, sous la tente. Un petit peu, pas comme des prisonniers, mais un petit peu reclus, parce qu'on ne pouvait pas du tout pratiquement pas sortir de la tente, parce qu'il ne fallait pas que les autres groupes de moudjahidines nous voient, parce qu'entre eux, il y a des fois, ils se méfient les uns des autres, il n'y a pas de résistance unifiée et tout.
Et ils avaient l'air d'être très contents parce que ça avait l'air, pour eux, ça avait l'air de représenter beaucoup de choses. Ils sont relativement un peu armés. Là, c'était un des plus grands convois d'armes qu'ils aient eu. Alors, c'est des armes chinoises, apparemment. Enfin, toutes les armes étaient chinoises, Kalachnikov et tout. Il y avait des Kalachnikov. Il y avait ce qu'ils appellent, moi je sais pas bien ce que c'est, des Zikuyak et des Dachaka, je crois. Enfin, c'est des sortes de mitrailleuses. Et des canons sans recul. Et puis on attendait, on buvait le thé, on regardait. Et de temps en temps, eux s'entraînaient donc à tirer à côté de nous, dans le camp où on était. On attendait jusqu'au jour où ils nous ont dit bon, pour aller plus loin, il nous faut 3 millions. Alors là, on a eu l'impression un peu de se faire racketter. Et puis ils étaient plus très crédibles en fait. Et dans ces conditions-là, on ne peut pas leur faire confiance. Vaut mieux rentrer, essayer de faire autre chose. Et c'est là qu'on est rentré à Quetta d'où on venait. Et on a essayé d'aller à Kandahar, faire le même sujet en fait, dans une autre ville. Les armes, le grand souci des différents mouvements. Ils ont en face d'eux une puissante armée moderne, l'armée soviétique, chars, hélicoptères, aviation. La guérilla bénéficie d'une excellente connaissance du terrain, de combattants courageux, mais souvent imprudents, sans véritable formation militaire, des combattants individuels aux réactions parfois déroutantes. Pourtant, ils réussissent depuis plus de 4 ans à mettre en échec l'armée soviétique, 130 000 hommes. Cet aspect désordonné de la guérilla, non structurée, est peut-être l'une des raisons de certains de ses succès. Autre handicap de cette guérilla, son manque d'unité. Plus d'une vingtaine de mouvements, des mouvements qui se répartissent le territoire afghan en fonction des tribus et de leurs chefs. Voilà qui explique la deuxième tentative de l'équipe d'Antenne 2 pour entrer en territoire afghan. On s'est adressé à un autre groupe de Moudjahidines qui s'appelle le MAS, qui nous a dit oui bien sûr c'est simple, on peut vous y emmener quand vous voulez. Et on a attendu 4-5 jours pour un peu se reposer, et puis un jour ils nous ont dit bon si vous voulez on part demain. Donc on est parti avec eux et ça avait l'air d'être très très sûr. Et là on devait faire, la première nuit on devait faire la route en voiture, c'est là où on a eu l'accident, et la deuxième nuit on devait faire la fin de la route à travers un désert en chameau. Mais enfin ça on ne connaîtra jamais le voyage en chameau. Voilà. En fait, 1h30 après leur départ de Chaman, le reportage prendra fin. L'équipe d'Antenne 2 avait pris place dans le second véhicule, un pick-up sorte de jeep débâché. Après 15 km en territoire afghan, c'est l'embuscade. Armes automatiques, balles traçantes, tirs de face et de côté, il est 22h15. La première Jeep sera touchée au RPG. Les occupants auront eu le temps de sauter à terre avant. Ils sont indemnes. Le deuxième véhicule, stoppé durant quelques secondes, repart en trombe avant de se renverser. Jean-Louis Saporito a déjà sauté. Georges Janssen est éjecté ainsi vraisemblablement que Jacques Abouchard. À ce moment-là, les 3 membres de l'équipe d'Antenne 2 sont séparés. Fuyant vers les dunes, chacun essaie de se mettre à l'abri des tirs. Jacques Abouchard, blessé à l'épaule, ne pourra s'enfuir. Il s'est réfugié derrière une dune. Au petit jour, il se rend à une unité blindée soviétique qui patrouille dans le secteur. Hissé sur un char, Jacques Abouchard est exhibé à la population de Spinboldak, une garnison de l'armée afghane. Mardi, la rédaction d'Antenne 2 apprend l'embuscade. Un avion spécial part chercher les blessés, avec également une équipe chargée d'enquêter sur les circonstances de la disparition de Jacques Abouchard.
Une enquête qui nous mènera tout d'abord au siège du mouvement Maïs et Melli, avec qui Jacques Abouchar tentait sa pénétration en Afghanistan. Les Moudjahidines eux-mêmes menaient une enquête. Ils avaient nommé un ancien juge au tribunal de Kaboul, passé à la résistance, pour interroger les combattants qui se trouvaient avec l'équipe d'Antenne 2. Je suis sûr que c'est nous qui étions attendus. Nous avons envoyé une moto et une voiture en éclaireur pour savoir si la route était libre. Elles sont revenues sans problème. Et puis moi, j'ai remarqué quelque chose. Quelques centaines de mètres après notre départ, j'ai vu une fusée verte dans le ciel. Je croyais que c'était un mariage. Maintenant, je sais que c'était un traître qui signalait notre départ. Après l'arrestation, le matin, dans le bazar de Spinboldak, 3 chars soviétiques sont rentrés dans la ville. Monsieur Jacques était sur le 2e char. Il était attaché, comme ça, les bras et les jambes. Il y avait devant les chars un responsable politique de la propagande. Il disait « Nous venons d'arrêter un agent étranger. Notre pays est attaqué par les Chinois, les Américains et les Français. La guerre n'est pas entre Afghans. » Des soldats russes le menaçaient avec leurs mitraillettes en disant « Tu es venu faire la guerre ». Et lui disait « Non, je suis venu faire des photos ». Comment se fait-il qu'une unité ainsi de combattants afghans soit tombée dans une embuscade aussi facilement, à quelques kilomètres seulement à l'intérieur du territoire afghan? Oui, monsieur, bien sûr. Vous savez que maintenant, les soldats soviétiques attaquent dans toutes les provinces d'Afghanistan. Spécialement, ils ont continué l'activité dans la province Kandahar. Ils bombardaient partout, à l'avion hélicoptère blindé et avec l'avion de chasse et même à la tank. Il fait beaucoup des actions, des activités de l'embuscade partout. C'est normalement, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des espions parmi vous? Vous savez, monsieur, que nous sommes dans l'état de guerre. C'est le frontier du Chaman. C'est dans une journée, vous savez que maintenant il y a un bombardement dans la ville de Kandahar. Des centaines de réfugiés viennent du côté Afghanistan. Ici, dans ces centaines de réfugiés, peut-être qu'il y a quelqu'un du membre de KGB qui donne l'information encore pour eux. Ils ont eu des appareils de télégraphe ou des choses qui présentent que voilà un groupe qui vient, qu'il a la décision de rentrer à l'intérieur d'Afghanistan. Ça, c'est normal. Soleiman Galliani, responsable du Mazi-Melli, chef religieux, politique et militaire. Son mouvement contrôle théoriquement une partie de la ville de Kandahar et la campagne environnante. L'embuscade tendue par l'armée soviétique si près de la frontière avec le Pakistan est la preuve de la volonté de Kaboul et de Moscou de lancer prochainement une nouvelle offensive. Son but, fermer hermétiquement les frontières de l'Afghanistan et empêcher les 3 millions de réfugiés afghans qui se trouvent au Pakistan de grossir les rangs de la guérilla. Par ailleurs, le piège tendu à l'équipe d'Antenne 2, alors qu'elle se trouvait avec l'une des unités qu'il commande, et la détention de Jacques Abouchar serait pour Kaboul un exemple pour dissuader les journalistes d'entrer en Afghanistan et les empêcher de raconter la vérité, un défi à la liberté d'informer.